Bonjour, Laurence Blisson, je suis secrétaire générale du syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature, aux côtés de ces organisations et au sein de l'Observatoire des libertés et du numérique, est particulièrement engagé pour qu'un débat véritable, démocratique, ait lieu aujourd'hui sur cette loi sur le renseignement. Et ça a déjà été dit, mais il faut le répéter, et je pense qu'il faut le seriner pour que nos concitoyens l'entendent, ce n'est pas une loi contre le terrorisme, c'est une loi sur le renseignement. Et ça va évidemment bien au-delà de la lutte contre le terrorisme, mais il faut savoir replacer les termes du débat. Il faut savoir rappeler qu'est-ce que c'est que le renseignement. Le renseignement, c'est le fait que des agences qui travaillent dans l'opacité recueillent des informations, anticipent, et le texte le dit, peut avoir comme rôle d'entraver les menaces et les risques. Et encore une fois, quand on entend entraver les menaces et les risques, on n'est pas en train de parler du risque terroriste uniquement. On est en train de parler de tous les objectifs, toutes les missions qui sont données à ces services dans ce texte, qui vont de la protection des intérêts économiques de la France, et on entend bien par là la protection des entreprises nationales ou des multinationales qui pourraient avoir leur siège en France, la protection contre les violences collectives, nous dit-on, on entend bien là le risque de débordement vers des formes de police politique qui se préoccupent des mouvements sociaux, qui fassent porter sa surveillance et cette mission d'entrave, encore une fois, c'est très important de le savoir, sur des mouvements politiques qui n'auraient pas l'heure de plaire. Il faut replacer les termes du débat autour d'un droit fondamental qui est mis de côté, ou en tous les cas pas mis en avant aujourd'hui par la présentation gouvernementale, qui est le droit fondamental à la sûreté. L'un des premiers objectifs de ce texte, c'est l'exposé des motifs qui le dit, c'est de protéger les agents. De protéger les agents du renseignement contre un risque pénal. C'est un dévoiement incroyable dans un projet de loi sur le renseignement que de dire que le premier objectif, c'est de protéger les services. Bien évidemment que lorsqu'on parle de renseignement, ce dont on doit parler, c'est du droit fondamental à la sûreté. On l'a pas inventé, hein, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le droit fondamental à la sûreté, c'est la protection de chacun des citoyens contre l'arbitraire, contre les abus de la puissance publique. Or, ce qui est proposé dans ce projet de loi, c'est non seulement des pouvoirs extrêmement intrusifs qui seront plus détaillés par d'autres intervenants, mais c'est des pouvoirs qui restent entre les mains du Premier ministre. C'est-à-dire que ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est, oui, lorsqu'on parle de renseignement, on parle de raison d'État, on parle d'un pouvoir d'État, et alors que le discours qui est produit autour de ce texte est celui d'un encadrement démocratique, c'est ce qui est vendu par le gouvernement aujourd'hui, la logique de l'encadrement, on voit bien que dans le refus de consacrer un réel contrôle a priori des mesures de police qui vont être mises en œuvre, on est dans cette logique étatique qui dit non, circuler, il n'y a rien à voir, on va instaurer un contrôle a posteriori, on va vous donner des garanties qui vous donneront l'impression qu'il y a un encadrement, mais au fond, ce texte reste sur cette logique de la puissance publique doit pouvoir tout faire en matière de renseignement, alors même qu'on a constaté cette extension du champ d'intervention du renseignement. Le refus de ce contrôle a priori se manifeste dans le projet par la création donc de cette CNCTR, Commission nationale du contrôle du travail du renseignement, je ne sais plus ce qu'est le T, des techniques de renseignement, pardon. Et cette CNCTR, c'est intéressant parce qu'en fait, elle donne un simple avis. Et si son avis n'est pas suivi, peu importe, le Premier ministre peut décider de placer des micros dans le domicile de quelqu'un, parce qu'il serait susceptible de compromettre la politique énergétique d'une entreprise nationale, parce qu'il serait susceptible de participer à des mobilisations collectives. Cette commission, elle va émettre un simple avis, mais c'est le Premier ministre qui décide. Et à vrai dire, dans un certain nombre de cas, la loi dit, même si la commission ne rend pas son avis,
le Premier ministre peut décider, la technique intrusive peut être mise en place. Quand l'avis de cette commission est négatif, le Premier ministre en fait ce qu'il en veut. On est clairement sur une logique qui n'est pas une logique de contrôle a priori. On a une commission qui va donner un avis. Très bien. Cet avis ne sera pas suivi des faits. Que peut faire cette commission? Elle pourra enjoindre au Premier ministre de modifier sa décision. S'il ne le fait pas, elle pourra uniquement saisir le Conseil d'État et avoir cette voie de recours-là. Est-ce qu'on pense que c'est suffisant lorsqu'on parle de techniques aussi intrusives que celle de placer des micros chez des personnes? Je rappelle que, de la même manière que le droit à la sûreté est un droit fondamental, le principe de l'inviolabilité du domicile et le droit à l'intimité et la liberté fondamentale qui l'assure sont des droits absolument fondamentaux dans notre démocratie. On est dans un système dans lequel, concrètement, on refuse qu'il y ait un véritable droit de regard indépendant de l'exécutif, indépendant du politique, sur des mesures particulièrement intrusives. Et lorsqu'on parle de ce contrôle faible, il faut dire que ce contrôle, il est faible parce que cette autorité, d'ailleurs composée en partie de parlementaires, parce que cette autorité, elle n'aura qu'un pouvoir d'avis, mais aussi parce que, pour pouvoir autoriser des mesures particulièrement attentatoires aux libertés, les critères qui sont retenus par la loi sont tellement larges que, nécessairement, il pourra y avoir un usage très large de ces mesures de surveillance. Le contrôle a posteriori par le Conseil d'État. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle. Le Conseil d'État n'a pas de contrôle sur ce sujet. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes un citoyen, vous pensez que vous faites l'objet d'une mesure de surveillance. Vous pourrez saisir le Conseil d'État, il faudra d'abord passer par la commission CNCTR, parce qu'il faudrait quand même pas que les choses puissent aller trop vite. Et puis, devant le Conseil d'État, vous ne saurez pas, personne ne pourra dire s'il y a eu véritablement une mesure de surveillance à votre encontre, vous n'aurez aucun moyen de vous défendre, alors même que l'administration, elle, pourra être entendue par le Conseil d'État et pourra donner des explications qui vont au-delà de ce qu'elle a écrit dans sa motivation. Si le Conseil d'État invalide, dit que la technique utilisée a été irrégulière, eh bien, vous saurez qu'on a fait droit à votre demande. Vous ne saurez pas même quelle a été la technique qui a été utilisée, qu'est-ce qui a été surveillé, qu'est-ce qui a été fait, pendant combien de temps. Les éléments seront détruits, c'est certain, mais ce contrôle, il est clairement illusoire, d'autant que c'est le secret défense qui prévaudra. Il n'y a aucune possibilité d'avoir un avocat dans cette procédure. Les juges du Conseil d'État, eux, seront habilités secret défense et donc pourront consulter ces pièces, mais vous, ou la personne, je dis vous, mais j'espère que vous ne serez pas concernés, mais malheureusement, rien ne peut le garantir. Et c'est bien le problème de ce projet, c'est qu'il légalise des pratiques, étend le champ du renseignement et crée un contrôle qui est illusoire et qui, surtout parce qu'il refuse le contrôle a priori, n'est pas un contrôle réel. Juste pour replacer les choses dans leur contexte. Quand on a commis une infraction pénale, ou quand on est suspecté de commettre une infraction pénale, c'est un juge indépendant qui décide de l'utilisation des techniques qui sont concernées. Les écoutes téléphoniques, la sonorisation de votre domicile, donc le fait de mettre des micros, la question des balises, le fait de vous suivre. Toutes ces atteintes aux libertés, elles sont décidées par un juge. Et a posteriori, dans la procédure, vous pouvez contester ensuite ce qui a été fait. On parle d'une infraction pénale. Le renseignement, c'est bien au-delà de la situation où on peut vous reprocher une infraction pénale, et c'est bien au-delà de la situation où on peut penser que vous allez commettre une infraction pénale déterminée. Et c'est là que ce texte
est profondément liberticide, c'est-à-dire qu'il entérine la possibilité pour une autorité politique de mettre en œuvre avec un contrôle absolument limité des mesures de surveillance extrêmement larges, au contraire, et qui seront évoquées, puisqu'on a à la fois des mesures de surveillance ciblées, très intrusives, mais aussi des mesures de surveillance généralisées qui ont été dénoncées quand elles ont eu lieu dans d'autres pays, et qu'aujourd'hui, il serait temps de regarder droit dans les yeux. Je vais en finir simplement sur le fait de dire, lorsqu'on parle de renseignement, c'est un enseignement important qui est de dire il ne faut pas s'en remettre à une pratique correcte des agents de l'État lorsque c'est d'eux qu'on peut redouter un glissement vers des techniques de l'État policier. C'est pas de dire on a une défiance de principe vis-à-vis des services de renseignement, c'est ce qui a été dit plus tôt, c'est l'État doit fournir des garanties. Parce que lorsqu'il y a des risques de dérive, on ne peut pas penser une loi sans les prendre en considération et sans les intégrer totalement aux dispositifs qui sont créés. Or, là, on crée non seulement un dispositif dans lequel il n'y a pas de contrôle sérieux sur ces techniques intrusives de renseignement, mais on empêche le contrôle démocratique, on l'empêche par deux biais, celui que j'ai expliqué plus tôt, qui est de dire si même le Conseil d'État a jugé qu'une technique était illégale, personne n'aura l'information sur ce qui a été fait. La deuxième chose, c'est l'article 7 de ce texte qui devrait vous préoccuper, qui étend la pénalisation de la révélation sur l'existence de mesures de surveillance, même illégales. C'est-à-dire que toutes les mesures de surveillance qui pourraient être mises en œuvre, si vous révélez l'existence de cette mesure, même si elle était illégale, c'est une infraction pénale. Il n'y a aucune limitation à cette pénalisation. Ça signifie que, si on réfléchit en termes de lanceurs d'alerte, de dénonciation politique, journalistique, de pratique des services de renseignement, on est dans une impunité totale assurée par cette pénalisation. C'est aujourd'hui extrêmement préoccupant qu'on soit dans cette logique et dans ce débat, et c'est extrêmement important qu'il puisse y avoir un sursaut, encore une fois, pour dire on est en train de parler de renseignement. Le renseignement, jusqu'à peu, c'est quelque chose qui faisait peur jusqu'aux hommes politiques, parce qu'ils voyaient bien qu'ils pouvaient en être les victimes. Il est temps qu'il y ait un sursaut citoyen pour se rendre compte qu'on n'est pas en train d'assurer la sécurité des citoyens, on est en train d'assurer la surveillance généralisée des citoyens.